Bienvenue au salon Braze Transition à Quimper, salon professionnel. Nous allons aborder la deuxième table ronde de cette journée, un bouquet de solutions pour une mobilité durable. Programme en deux parties, nous parlerons d'abord de mobilité électrique et nous aurons ensuite un temps d'échange où vous pourrez apporter vos questions ou vos commentaires. Et deuxième partie avec la mobilité au gaz, avec le GNV, gaz naturel véhicule, et plus particulièrement le bio-GNV, notamment ici dans ce territoire quimpérois qui est producteur. Pour intervenir tout d'abord sur la mobilité électrique, je vous présente nos intervenants. Anton Coroller, président du syndicat départemental de l'énergie en Finistère. Bernard Laurence, directeur régional d'Enedis, donc le réseau. Et Olivier Modric, vous êtes coordinateur vente véhicules électriques chez Peugeot. Anton Coroller, nous commençons avec vous. Avec évidemment le premier sujet, le déploiement des bornes d'alimentation électrique dans le département du Finistère. Alors quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui sur ce déploiement ? Alors le déploiement, on peut dire sur la première phase est quasi terminé puisque nous avons 213 bornes, dont 13 bornes recharge rapide, sinon c'est des bornes accélérées, 200, qui sont à peu près réparties équitablement sur l'ensemble du territoire finistérien. Donc désormais, on considère qu'on a un maillage suffisant pour rassurer les acheteurs, entre autres pour acheter un véhicule électrique, parce qu'ils ont, sans faire beaucoup de kilomètres, une station de recharge à proximité. Ça, c'est un élément extrêmement important sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, c'est de rassurer l'usager, alors que pourtant, il a une consommation qui est généralement assez faible. Oui, mais je pense que les gens sont quand même ils veulent être sécurisés sur la capacité à se charger en dehors de chez eux ou de leur lieu de travail. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du pôle énergie Bretagne, on a eu une réflexion globale sur la Bretagne en lien avec le conseil régional pour pouvoir mettre en place un réseau cohérent de bornes de recharge électrique. Donc c'est quand même 600 bornes qu'il y a globalement sur l'ensemble du département, enfin de la Bretagne, dont 213, comme je disais tout à l'heure, sur le Finistère. Donc c'est dans le Finistère qu'il y a le réseau le plus dense. Mais ça s'explique aussi parce qu'on est une péninsule. On a parlé tout à l'heure de péninsule. Alors que dans les départements limitrophes, il y a toujours les voisins sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir recharger les véhicules électriques. Alors je crois que ce qui est important, c'est ça. On sait très bien que les bornes de recharge électrique ne représenteront qu'entre 15 et 20% des recharges totales, puisque la plupart des véhicules seront rechargés chez eux ou alors dans le lieu de travail. Par contre, il reste un problème qui, à mon avis, n'est pas encore complètement résolu, sur lequel il faudra qu'on se penche, c'est effectivement les urbains qui n'ont pas de garage ou qui n'ont pas d'emplacement de parking pour les recharges lentes, sur lesquels il faudra qu'on travaille pour pouvoir mettre des recharges lentes, l'équivalent de ce qu'on a chez soi, dans son garage, pour permettre justement aux gens qui sont en ville, et c'est quand même le milieu urbain qui est le plus demandeur de véhicules électriques pour différentes raisons. La première raison, c'est effectivement le véhicule électrique, il a l'avantage, il n'est pas polluant au point de vue atmosphérique, il ne rejette pas de particules, et en plus il est silencieux, donc il a beaucoup d'avantages, notamment pour le milieu urbain. Par contre, c'est vrai qu'on se heurte un petit peu au problème d'endroits pour recharger son véhicule électrique, notamment pour ceux qui n'ont pas de garage et pour ceux qui n'ont pas effectivement de place dédiée pour recharger. Et quelles sont justement les pistes alors, pour répondre ? Alors, il existe des solutions qui ont été expérimentées, notamment en Vendée, où effectivement, ils ont conçu un système qui se connecte, enfin qui est assimilé, si on peut dire, attaché à un lampadaire, qui permet effectivement d'avoir du coup des recharges de proximité sur un réseau d'éclairage public. Alors, il y a des contraintes par rapport à ça, parce que technique, il faut d'abord que du coup ça reste en charge permanente, le réseau d'éclairage public. Donc, d'où l'intérêt peut-être demain d'avoir un pilotage pour pouvoir éclairer à des heures où c'est nécessaire, mais avec un système de déclenchement complètement indépendant, tout en laissant le réseau sous tension. Bon, il y a aussi d'autres contraintes liées justement aux normes et tout ça, et au système de paiement ou de raccordement, de tout ce qui concerne justement la monétique. Donc c'est quand même aussi des problèmes qui sont à résoudre et pour lesquels l'expérience du syndicat du SIDEV, donc du syndicat de Vendée, peut être profitable à l'ensemble des syndicats d'énergie. Vous l'avez dit, l'usage est essentiellement urbain. Cela se retrouve d'ailleurs dans les statistiques de consommation des bornes, entre les bornes qui sont en zone plutôt rurale et celles qui sont en zone urbaine.
Oui, oui, alors les premières statistiques font que d'une part, c'est vrai que ça augmente, les consommations augmentent, et que ce que l'on constate, c'est que les bornes de recharge rapides sont les plus fréquentées, ainsi que les zones les plus denses et les plus touristiques. Vous parlez de bornes à recharge rapide, on va même vers des bornes extrêmement rapides. Je pense que ça, c'est la deuxième étape ou troisième étape, hein, puisque enfin, c'est au-delà du maillage premier qui a concerné donc le maillage d'aujourd'hui. Demain, il y aura deux alternatives ou deux compléments à apporter. Donc, comme je dit tout à l'heure, les bornes à recharge lente sur les lampadaires ou sur un moyen urbain, enfin pour desservir les urbains. Et ensuite, il y aura effectivement, pour ceux qui sont en mobilité, qui font des grandes distances, des bornes, des superchargeurs, si on peut dire, hein, qui permettront effectivement de recharger comme dans une station-service où il y aura une batterie de chargeurs et en 5, 10 minutes ou 7 minutes, on fera le plein. Les différents syndicats départementaux d'énergie bretons travaillent ensemble parce que même s'il y a un usage essentiellement urbain, il faut penser à la mobilité tout au sein de la région. Ah ben, je crois que notamment dans le cadre de l'itinérance, il est indispensable d'avoir un moyen d'accéder à ces bornes qui soit un peu universel, même qui dépasse le cadre régional et qui aille plus au niveau national, voire international. Donc effectivement, on travaille aussi là-dessus de façon à pouvoir avoir un opérateur qui permet effectivement d'avoir, quelle que soit l'origine, enfin, le rattachement de son domicile, on puisse aller partout en France ou ailleurs avec son véhicule électrique. Ça, c'est indispensable. Parce qu'il faut le rappeler, pour se recharger une borne, il faut une carte et on n'a pas forcément la même carte selon le département où on est. Voilà. Dans un premier temps, effectivement, on est parti sur un système qui est plutôt départemental, mais bon, il y a quand même possibilité, grâce au flash code, enfin un certain nombre de technologies, de pouvoir recharger ailleurs, mais je pense qu'il faut qu'on ait un système tout à fait universel. Oui. Est-ce qu'on va vers un opérateur commun ? C'est pas impossible, je crois que toute la réflexion est ouverte par rapport à ça, mais il faut qu'on puisse travailler justement pour faciliter le maximum de l'usage du véhicule, quel que soit le véhicule qu'on a, quel que soit l'endroit où on va et quelle que soit la borne à laquelle on va se charger. Ça passe aussi par l'information, l'accès à des applications dédiées. Oui, alors les applications en fait existent, hein, et actuellement la plupart des gens qui ont des véhicules électriques, ils ont leur smartphone. Je pense que d'ici quelques temps, et ça peut-être représentant de Peugeot ou PSA nous le dira, on aura tout ça sur son clavier tactile ou sur son clavier tactile qu'on a dans les véhicules. Donc tout ça est repéré, on pourra réserver sa borne, enfin, on pourra quand même avoir tous multiples usages qui facilitent, parce que la convergence du réseau numérique et du réseau électrique, elle est de plus en plus prégnante, et on ne pourra plus faire l'un sans l'autre. La table ronde parlait des smart grids, mais les smart grids, c'est aussi la gestion intelligente de nos véhicules et de nos usages pour pouvoir justement permettre facilement d'accéder à tous ces nouveaux services. Bernard Laurence pour Enedis, pour le réseau, ça fait des sollicitations supplémentaires qu'il faut gérer. Oui, alors sur l'électromobilité, donc on vous l'a dit, hein, nous on est concernés par le véhicule électrique et par son impact sur le réseau. Alors je crois qu'il faut déjà qu'on distingue deux choses. D'abord, comme Antoine Kohler vient de le dire, hein, on va vers un développement du véhicule électrique. Alors si on lit les experts, alors peut-être que vous avez aussi votre lecture, c'est qu'aujourd'hui on est sur une pente qui est croissante mais relativement douce en matière d'équipement du véhicule électrique. Et à un moment donné, on ne sait pas trop quand, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, la pente va être beaucoup plus raide et voire avec une augmentation très rapide des flottes de véhicules électriques. Donc ça veut dire que nous, compte tenu de l'impact sur le réseau, il faut qu'on se prépare. Alors pourquoi il faut qu'on se prépare ? Et là-dessus, il y a deux dimensions qu'il faut avoir en tête. C'est que si la consommation, si on part d'un principe qu'en 2030 ou en 2035, enfin, peu importe, on a 5 millions de véhicules électriques. L'impact sur la consommation française de l'électricité sera marginal. C'est quelques pourcents d'augmentation de la consommation. Par contre, si on raisonne en puissance, c'est-à-dire la capacité du réseau à délivrer la bonne puissance à l'instant T pour recharger le véhicule électrique sur des bornes lentes, ça va, sur des bornes rapides, ça va encore, sur des bornes... Enfin, j'en ai entendu que Porsche, par exemple, était en train de travailler sur un projet de bornes de 600 kW. 600 kW, c'est quand même un appartement, je ne sais pas moi, de quelques centaines d'appartements, un immeuble de quelques centaines d'appartements. Quand même, hein, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on anticipe. Alors, si on n'anticipe pas ça, qu'est-ce qui peut se passer ? D'abord, qu'on ne puisse pas raccorder des bornes, ça c'est quand même... on ne peut
pas l'accepter, parce que ça veut dire qu'on ne serait pas facilitateur de la mobilité électrique en France. Alors, et sinon, si le réseau est capable de le faire, si on s'appuie sur les technologies existantes, eh bien, on va faire des renforcements de réseau jusqu'à répondre à des besoins de puissance énormes, sachant que derrière, il n'y a quasiment pas de consommation, parce que c'est marginal. Donc le modèle économique, il ne tient pas. Il faut trouver autre chose. L'autre chose, c'est tout ce qu'on appelle les technologies de smart charging. Et je pense qu'au sein d'Enedis, les directions techniques et les directions de la recherche travaillent sur différentes solutions qui vont nous permettre, encore une fois, d'aller vers une satisfaction de la demande en matière d'alimentation des bornes de recharge, et puis tout en étant une maîtrise des investissements qui vont permettre de les raccorder. On a déjà fait des choses en Bretagne, on a passé une convention avec le pôle énergie Bretagne pour faciliter le raccordement des bornes dont parlait Antoine Kohler à l'instant. Alors, moi, pour aller un petit peu plus loin, je pense qu'il faut regarder plusieurs cas de figure. Parce qu'en fait, en plus, la loi est en train de nous dire un certain nombre de choses, donc il faut qu'on ait tout ça en tête. Il y a ce que Antoine Kohler vient de dire, c'est le véhicule léger qui se recharge à la maison. On peut peut-être même se dire que le véhicule léger, quand il a fait 30 ou 40 km dans sa journée, il a encore une capacité électrique dans sa batterie. Et pourquoi, à un moment donné, on ne se mettrait pas à l'utiliser à l'époque au moment où le réseau est le plus chargé, et puis charger la batterie au moment où le réseau est le moins chargé, c'est-à-dire entre minuit et 6 heures du matin. Donc ça veut dire que même sur le système le plus simple, qui est le véhicule léger dans le garage, et bien on voit qu'avec, et aussi parce que Linky permet ces calculs dans les deux sens de l'électricité, eh bien on peut faire quelque chose d'un peu intelligent avec la batterie qui est dans la voiture. Après, il y a le cas de figure du véhicule qui est dans un parking d'immeuble. Depuis le début de cette année, la loi impose à chacun des promoteurs soit de raccorder des bornes de recharge dans le parking de l'immeuble, et s'ils ne raccordent pas, au moins de créer les conditions pour que ce raccordement soit possible le jour où ça soit décidé. Donc, la loi, c'est une ordonnance, je vois un décret qui nous dit que selon la taille de l'immeuble, ça va entre 40 et 70% des appartements qui doivent avoir leur borne dans le parking. Là aussi, si on calcule le fait que les appartements ont tous besoin d'électricité en même temps où toutes les bornes sont utilisées pour la recharge, eh bien, il faut doubler, voire tripler l'installation électrique de l'immeuble, ce qui, encore une fois, n'est pas concevable. Donc là, on travaille aussi avec un certain nombre d'opérateurs, dont des startups, et j'ai cité Dropboard, qui est une startup bretonne, qui travaille justement à créer des algorithmes à partir des données d'appel de puissance de la borne et puis de l'immeuble, eh bien, de créer les équilibres pour que le réseau il soit optimisé en permanence et qu'on évite les investissements. Dernier cas de figure, les flottes de bus. Aujourd'hui, il n'y a pas une communauté urbaine ou il n'y a pas une métropole en France qui n'a pas son projet de flotte de bus. Si je prends l'exemple de Rennes... Flotte de bus électriques. Les bus électriques. Flotte de bus électriques. Si je prends l'exemple de Rennes, c'est 100% des bus électriques à horizon 2030. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de Rennes Métropole. Ça fait combien de bus ? Ça fait plusieurs centaines de bus, mais c'est vraiment c'est bon. Et donc là, il faut aussi qu'on soit en anticipation sur la manière dont on va calculer le réseau qui sera nécessaire en intégrant les techniques de smart charging. Et les techniques de smart charging, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se pose la question, y compris de la technologie du bus, parce que selon les technologies de bus, il y en a certains qui vont accepter des recharges en station, d'autres qui vont accepter qui vont faciliter la recharge au terminal, d'autres qui vont être plutôt sur des recharges statiques au dépôt pendant la nuit. Donc on voit bien que la mobilité électrique, c'est une réponse, c'est une réponse à la volonté d'éliminer les gaz à effet de serre et au niveau du CO2. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a tout un tas de conditions et de prérequis qu'il faut réunir pour que non seulement ça ne soit pas générateur d'investissement qui mettrait en péril le modèle économique de la mobilité électrique, et il faut aussi préserver l'aménagement urbain. Et ça, l'aménagement urbain, c'est-à-dire qu'on raccorde une borne au bon endroit, à côté d'un poste de distribution, pour limiter l'impact à la fois sur les travaux d'alimentation de la borne, et puis aussi sur l'usage urbain. Je reprendrai juste une phrase
du président de Rennes Métropole qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, les techniques qu'on va mettre sur l'aire urbaine, il faut qu'elles soient ni intrusives ni invasives. C'est-à-dire que si on voit aujourd'hui les vélos, hein, même si ce n'est pas des vélos électriques, eh ben, les trottoirs quand même qui sont bien envahis de lieux de stockage de vélos, eh ben, si on y rajoute les vélos électriques, si on y rajoute des bornes pour les voitures, si on y rajoute des systèmes pour recharger des bus, bon, on se rend compte que là, il y a un vrai problème d'occupation de l'aménagement urbain, et ça nous préoccupe aussi. Et pour revenir à l'exemple des bus électriques, il faudra aussi que les opérateurs de transport s'interrogent sur les tournées, sur l'organisation aussi de leur propre réseau. Les expériences qu'on a dans d'autres métropoles en France, hein, disent que l'idée qu'ils voudraient qu'un bus électrique fonctionne comme un bus thermique, c'est-à-dire on prend le matin au dépôt et puis on le ramène le soir, et il a fait sa tournée avec plusieurs centaines de kilomètres, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner sur du petit bus. Sur des bus de 12 mètres, c'est déjà très limite, mais quand on a des bus articulés de 18 mètres qui font ceux-là les plus longs trajets, c'est encore moins vrai. Donc ça veut dire que le message qu'on amène, encore une fois, pour faire en sorte que le réseau soit prêt le jour où vraiment cette croissance exponentielle va arriver, c'est qu'il faut travailler le plus en amont possible. Et on voit bien que c'est vrai, ce travail en amont, il est vrai pour le véhicule léger, il est vrai pour l'aménagement de la voirie, il est vrai pour l'aménagement des parkings d'immeubles, et il est encore plus vrai pour les flottes de bus électriques. On pourrait vous répondre aussi qu'on pourrait améliorer le stockage de l'électricité pour pouvoir permettre de répondre à ces besoins en temps et en heure. Oui. Non, mais le stockage sera une solution, fera partie de la solution. Voilà. Mais après, il faut aussi que le signal prix qu'on envoie à travers les investissements soit aussi compatible avec l'objectif qu'on recherche. Parce qu'aujourd'hui, les stockages, encore une fois, je disais tout à l'heure, les stockages de petite puissance, jusqu'à 1 ou 2 mégawatts, on sait faire, hein, même si le coût est encore assez important. Mais après, dès qu'on est sur des très grosses puissances, ça change complètement. Hein. Alors, abordons plus en avant les questions des véhicules avec Olivier Modric de Peugeot. Alors aujourd'hui, est-ce que toute la gamme possible de véhicules existe en version électrique ? Non, aujourd'hui on a un modèle en utilitaire qui est une petite fourgonnette, le Partner, qui existe en thermique et en électrique. On a un Ludospace qui est le Partner Tipeee, et on a une petite voiture qui est la Peugeot Ion. Donc aujourd'hui il y a simplement une partie de la gamme qui existe en version électrique. Ça, c'est chez Peugeot. Si on prend l'ensemble des constructeurs, on arrive à quoi ? Alors, si on prend l'ensemble des constructeurs, aujourd'hui, toutes les marques ont une offre électrique. Certains la mettent en avant et d'autres moins. Aujourd'hui, il n'y a que Tesla qui est un constructeur 100% électrique. Tous les autres constructeurs sont des constructeurs à la base de thermique et qui ont évolué vers l'électrique. Et qui proposent des offres aussi bien pour les particuliers que les professionnels, les collectivités. Exactement. Aujourd'hui, le marché, il est principalement sur le véhicule particulier. Donc c'est, je dirais, l'essentiel du marché. Mais on a, dès le départ, proposé une offre en véhicule utilitaire. Aujourd'hui, on se limite à des petits véhicules utilitaires, des fourgonnettes. Mais on sent que la demande vient sur des véhicules utilitaires de taille un peu plus importante. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'offre sur le marché. Bon, nous allons y revenir. En termes d'évolution des ventes, alors essentiellement donc sur les voitures à usage privé, et qu'est-ce que ça donne ces dernières années ? Alors, le marché a vraiment commencé en 2010. On était à 0,1% du marché. C'est le marché des immatriculations. En 2016, c'était 1,3% du marché. Donc, il y a une évolution qui est tout à fait intéressante. Sur l'année 2017 encore, on va avoir une évolution à 2 chiffres du marché des véhicules électriques, et je parle bien uniquement du véhicule 100% électrique, parce que souvent on agrège le véhicule 100% électrique et l'hybride rechargeable. Donc ça fausse un petit peu les chiffres. Donc on reste bien sur l'électrique. Alors une des grandes questions autour du véhicule électrique, c'est bien sûr l'autonomie. On annonce des chiffres qui sont assez flatteurs. Quelle est l'autonomie réelle aujourd'hui des véhicules électriques ? Alors l'autonomie des véhicules électriques, c'était toujours un grand sujet. Aujourd'hui, en véhicule électrique, on fonctionne en norme NEDC.
mais qui effectivement, par rapport à la réalité, est un petit peu flatteur. On part du principe qu'entre la norme NEDC et la réalité, il y a facilement 30% d'écart. Alors, c'est-à-dire concrètement, en voiture électrique, je peux faire combien de kilomètres? Alors, en voiture électrique aujourd'hui, selon les modèles, vous faites de 100 à 500 km sans recharge. Donc 100 km, ça c'est sûr, je l'ai fait. Alors, 100 km, vous les faites, oui. On va dire sur une conduite économique, éco-responsable, parce que je dirais que sur le véhicule électrique, vous avez la même problématique que sur les véhicules thermiques. Ça a fait débat il y a quelques mois d'ailleurs, où on a semblé découvrir qu'entre les normes constructeurs qui étaient faites sur l'anneau de Montlhéry, avec un véhicule au réservoir 3/4 vide, une personne dedans, etc., la pression des pneus optimisée, un jour sans vent, et la réalité, c'était pas la même chose. Donc on a exactement la même chose sur le véhicule électrique, entre, je dirais, les normes et la réalité. Alors, on a vu l'usage pour les personnes donc privées. Pour les collectivités, est-ce que c'est réellement intéressant d'avoir une flotte de véhicules électriques? Alors, les collectivités sont pour nous une cible privilégiée en véhicule électrique parce que ce sont globalement des petits rouleurs. Alors, pas tous, mais globalement, on voit bien les véhicules des collectivités sont des véhicules qui roulent assez peu dans l'année et qui ont je dirais, une zone de tournée qui est relativement faible. Donc, c'est des gens qui sont a priori adaptés aux véhicules électriques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont quand même, je dirais, des directives de la part du gouvernement d'avoir 20% de leur parc en véhicules faible émission, donc moins de 60 grammes, c'est-à-dire véhicules 100% électriques ou éventuellement hybrides. Et cette obligation, cette norme va passer rapidement à 50%. Donc un certain nombre de collectivités locales, je dirais, sont proactives et devancent, je dirais, la date butoir de cet équipement 20% en faisant des appels d'offres, en venant nous rencontrer pour voir quelles sont nos offres. Et puis d'autres, je dirais, sont un petit peu plus attentistes. Mais globalement, on voit qu'il y a quand même un intérêt de la part des collectivités locales et territoriales à s'équiper en véhicules électriques. Alors pour les entreprises, par contre, on est davantage sur des marchés de niche. Alors, concernant les entreprises, on a des profils assez variés. Aujourd'hui, le véhicule électrique est par exemple bien adapté pour un artisan qui va faire des livraisons ou des tournées. Je pense par exemple à des boulangers en zone rurale qui font encore des tournées de livraison. Il y en a de moins en moins, mais il y en a. Des fleuristes, des petits magasins de proximité qui font des livraisons. Donc ils ont besoin d'un véhicule utilitaire, mais qui va rayonner sur une faible zone de chalandise. Donc c'est particulièrement adapté. Vous avez aussi des professions, je dirais, qui s'équipent de véhicules électriques parce que c'est en relation avec leur métier. Je pense par exemple aux paysagistes, aux électriciens, des gens qui sont dans les énergies renouvelables. Il y a forcément une cohérence entre le véhicule électrique et le produit, le métier qu'ils font. Par contre, chez les transporteurs, on n'y est pas encore. Notamment, on parle souvent de la livraison au dernier kilomètre dans les villes. Là, c'est encore un peu tôt. Voilà, ça commence. Mais aujourd'hui, les demandes que l'on a de transporteurs sont plutôt des demandes pour des véhicules navettes, véhicules intercites, fonction support, plus que pour vraiment de la livraison au dernier kilomètre. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui frémit, parce qu'au-delà des transporteurs, je pense récemment à une société que j'ai rencontrée qui intervient dans les centres-villes pour faire de la maintenance de machines à café, par exemple. Et il nous dit, dans certaines villes, on sait que très prochainement, on ne pourra plus intervenir avec nos véhicules thermiques, ou du moins ce sera très compliqué. Donc on s'intéresse aux véhicules électriques si on veut continuer à exercer notre métier. Et enfin, vous avez certaines entreprises qui, quand elles passent des marchés avec des collectivités publiques, dans les cahiers des charges, il est prévu qu'ils interviennent avec des véhicules électriques. Donc s'ils n'ont pas de véhicules électriques, ils ne peuvent pas remplir leur marché. Autre sujet sur le véhicule électrique, c'est la batterie. Et là, il y a deux écoles qui s'affrontent autour de la batterie. Alors, la batterie, aujourd'hui, l'essentiel des constructeurs sont sur la technologie lithium-ion, qui est la plus répandue. Et puis, il y a une marque qui s'appelle Bolloré, qui est locale, qui est encore sur une autre technologie.
donc des batteries dites chaudes. Donc c'est des batteries qu'il faut maintenir à une certaine température, je crois que c'est à peu près 60 degrés, pour qu'elles puissent fonctionner. C'est-à-dire que si on ne se sert pas de la voiture, il faut la brancher pour que la batterie reste chaude et qu'elle puisse fonctionner, autrement elle perd très rapidement de son autonomie. La plupart des constructeurs sont maintenant donc sur l'autre technologie qui est le lithium-ion, qui n'a pas cet inconvénient de maintenir la batterie chaude et qui accepte ce qu'on appelle le biberonnage, c'est-à-dire des charges fragmentées. Il n'y a plus d'effet mémoire, comme on a pu le connaître sur les outils électroportatifs ou autres d'une certaine époque. Donc on peut faire des charges partielles, un peu de charge rapide, un peu de charge normale. On peut varier tout ça sans impact sur la longévité de la batterie. Selon les constructeurs, on va proposer des batteries à la vente ou des batteries à la location. Alors pourquoi ? Alors ça, c'est une décision marketing des constructeurs. Aujourd'hui, effectivement, Renault, pour ne pas le nommer, ne propose que de la batterie en location. Chez Nissan, on a le choix entre la location et l'achat. Chez PSA, l'approche, c'est la batterie en propriété. Et donc, pour rassurer nos clients, on propose une garantie de 8 ans ou 100 000 km sur notre pack de batterie. Et en termes de coût, quel est le plus intéressant ? Alors, en termes de coût, on va dire que plus la durée de détention du véhicule est longue et plus ça va être à l'avantage de la batterie en propriété, bien évidemment. Nous avons évoqué tout à l'heure l'autonomie des batteries, donc 100 km, voire 500 dans des conditions absolument idéales. Est-ce qu'on va vers une amélioration de la capacité de ces batteries ? Alors oui, effectivement, ce sur quoi travaillent les constructeurs aujourd'hui, c'est principalement sur la capacité, l'amélioration de la capacité de la batterie, qui passe peut-être par des nouveaux matériaux. Aujourd'hui, on est sur du lithium-ion, on parle de batteries au graphène, par exemple. Et puis, ce qui est très important, c'est la chimie de la batterie. C'est ce qui va déterminer, je dirais, pour une batterie de taille et de poids équivalent, de sortir une puissance supérieure. Aujourd'hui, on est sur des batteries, on va dire, en moyenne à peu près de 30 kW de capacité, mais je pense qu'assez rapidement, à l'horizon 2-3 ans, on sera sur une capacité moyenne de 50 kW. Et voilà, c'est comme si sur une voiture thermique, on passait d'un réservoir de 30 litres à un réservoir de 50 litres. Donc forcément, ça impacte directement l'autonomie des véhicules. Et ce que je disais tout à l'heure, quand on sera sur une autonomie moyenne réelle de 300 km, ce sera avec des batteries de 40-50 kWh. Les chargeurs ne sont pas tous les mêmes. Il y a des systèmes différents. Alors, au niveau des charges, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Il y a plus de 8 charges sur 10 qui se font à domicile. Donc c'est vrai que la première question que posent les clients quand ils s'intéressent au véhicule électrique, mais c'est où est-ce que je vais charger mon véhicule ? Chez vous, monsieur, chez vous. Et ce sera 8 charges sur 10 en moyenne, et pour un certain nombre de clients, c'est même 10 charges sur 10. Que ce soit le client particulier ou le client entreprise, l'artisan dans son entrepôt, la collectivité locale, dans le local technique de la mairie ou de la communauté de communes. Donc ça, c'est l'essentiel des charges. Sur une prise domestique, un petit peu, et la plupart du temps sur une prise optimisée. Donc, mais une charge à domicile. Et puis après, vous avez donc la charge dite accélérée, qu'on va retrouver principalement dans l'espace public ou dans les supermarchés. Et puis enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, à peu près 10% des bornes qui sont des bornes rapides, mais là qui valent très cher. Donc, pour cette raison, l'intervenant public en installe à peu près 10%. Et puis, vous avez 2 enseignes, à ma connaissance, qui ont, pour des raisons, je pense, commerciales, investi massivement dans les charges rapides. C'est Ikea et Auchan, qui ont dans tous leurs magasins des bornes de charge rapide. Mais là, on est sur des charges qui sont la plupart du temps payantes, alors que sur les charges autres, certaines sont gratuites, d'autres payantes. On l'a vu tout à l'heure. Là, chacun a son approche. Avant de passer au temps d'échange, vous pourrez poser des questions, demander des précisions. On va vers un mix, en fait. On mixe dans tous les domaines, mais y compris pour le transport, il n'y aura pas une solution plutôt qu'une autre. Alors, non, concernant les énergies, je pense qu'à terme, ça va se répartir entre les véhicules 100% électriques, plutôt des petits véhicules, petits et moyens véhicules,
des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules thermiques, et puis pourquoi pas aussi des véhicules à hydrogène. Donc pour l'instant, je dirais, il n'y a qu'un seul modèle qui est commercialisé, mais c'est aussi une des pistes de développement en énergie alternative. Antoine Coroller, les véhicules à hydrogène, vous y pensez aussi déjà, hein? Ah ben, je pense qu'il faut être prospectif. On sait qu'un jour ça arrivera. D'ailleurs, nos collègues du Morbihan ont un véhicule à hydrogène. Et dans le cadre, on en parlera tout à l'heure, hein, des stations de GNV, effectivement, ma réflexion est de pouvoir coupler l'ensemble des technologies liées à l'énergie renouvelable dans des stations de recharge qui comprendraient effectivement les chargeurs, les superchargeurs et pourquoi pas demain d'hydrogène, oui, avec en même temps que le GNV pour les véhicules poids lourds. Alors, temps d'échange avec la salle. Un micro va être mis à votre disposition. Vous souhaitez avoir des précisions sur ce qui nous a été indiqué, aussi bien du côté des collectivités, du réseau, que du fabricant et vendeur de véhicules. Vous avez la parole, n'hésitez pas. Olivier Modric, je reviens à vous quelques instants. Est-ce qu'on a aujourd'hui un profil type de l'acquéreur de véhicules électriques hors entreprise ou collectivité? Alors non, pas vraiment, parce qu'on se rend compte que le véhicule électrique n'est pas uniquement un phénomène qu'on va retrouver uniquement dans les grandes villes. Il y a effectivement des gens qui sont intéressés par le véhicule électrique en milieu urbain, mais on vend également des véhicules électriques, je dirais, en campagne profonde. En fait, le fil conducteur de tout ça, c'est la loi de roulage, c'est-à-dire le fait que ce soit des petits rouleurs. Donc la personne qui est en centre-ville est un petit rouleur parce qu'elle va se déplacer beaucoup en transport en commun, etc. Elle n'aura pas forcément besoin d'un véhicule pour faire beaucoup de kilomètres. Et les gens en campagne, en particulier les personnes d'un certain âge, ce sont aussi de très petits rouleurs. On voit des gens qui font 2000, 3000 km par an. Et ces gens-là sont parfaitement dans la cible aussi du véhicule électrique. Alors, vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus, vous avez des commentaires à nous apporter. Oui, le micro va vous être apporté. Je vous remercie de bien vouloir vous présenter lorsque vous intervenez. Et c'est à vous. Merci. Bonjour, Jean-Baptiste Fil de Société GM Drive. J'interviens moi dans la partie gaz naturel pour les véhicules. Et j'avais une question, parce que vous parlez de la loi de roulage pour les véhicules électriques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une loi de rentabilité? Parce que des petits rouleurs qui font 2-3 000 km par an, ils achètent une voiture à combien pour faire ces 2-3 000 km par an? C'est des voitures relativement chères, non? Alors, la voiture électrique, effectivement, aujourd'hui, est assez chère, parce que ce sont des petits volumes. Mais pour justement aider à développer le marché au-delà des infrastructures de recharge, il y a aussi des aides gouvernementales. Donc aujourd'hui, vous avez un bonus de 6 000 € qui est accessible pour tous les clients. Et après, sous condition, c'est-à-dire pour la mise au rebut d'un véhicule diesel avant 2006, jusqu'à la fin de l'année, vous avez 4 000 € supplémentaires. Donc, quand on enlève ces aides-là au prix de base du véhicule, on est en fait sur des prix, aussi bien en achat qu'en location, assez proches d'un véhicule thermique équivalent. Aujourd'hui, je prends le cas de l'Aion, par exemple, on a une offre à partir de 95 € par mois. D'autres questions? Des commentaires? Oui, le micro vous arrive. Daniel Bigot, Quimper. Autant le véhicule électrique en milieu urbain, dont tout à l'heure je l'ai évoqué lors de l'autre table ronde, me paraît être une solution parce que c'est en milieu urbain qu'on a une concentration d'émissions de CO2 la plus importante. Il n'y a qu'à voir le centre-ville de Quimper. Autant donc en milieu interurbain, on peut s'interroger sur la pertinence, sachant que la production d'électricité aujourd'hui, elle est faite essentiellement, je n'ai pas dit exclusivement, mais essentiellement donc nucléaire et thermique par ailleurs. Donc on est sur un transfert de production de CO2. On n'est pas sur la suppression de l'émission de CO2. Donc ma question, est-ce que dans les conditions aujourd'hui de production de courant électrique, est-ce que la voiture électrique est une solution au-delà du milieu urbain? Alors, Antoine Coroller, est-ce que vous Ouais, avez des éléments? Non, je n'ai pas d'éléments particuliers là-dessus. Je rejoins tout à fait votre opinion là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure
de la nécessité aussi d'équiper les centres urbains de bornes de recharge lente. Par contre, je crois que le mouvement n'est quand même pas si rapide que ça. Nous, au niveau du SDEF, on a actuellement à peu près 700 cartes distribuées, donc qui sont effectivement en urbain et en rural. Alors après, on est aussi sur du semi-urbain. Vous prenez le secteur de Fouesnant, qui est quand même aussi un secteur où les bornes de recharge sont très utilisées, représente quand même un milieu qui n'est pas tout à fait rural et qui n'est pas tout à fait urbain, tout en étant à proximité de Quimper. Donc on n'a pas de définition qui soit complètement claire par rapport à ça. Et puis les gens qui sont en rural, ils viennent aussi en ville et donc ils utilisent aussi un véhicule pour la mobilité. Et la mobilité, quand on arrive dans un secteur où c'est déjà pollué, effectivement, la mobilité, qu'elle vient de l'extérieur, elle rajoute à la pollution liée déjà aux urbains. Et en fait, si je prends par exemple le cas de la circulation alternée qui est appliquée dans certaines villes, et le pic de pollution on a eu, nous, en Bretagne également, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas non plus d'effets nocifs au niveau notamment des émissions. On a eu quand même l'hiver dernier où printemps, je crois que c'était en février, on est quand même aussi concerné par ces pics de pollution. Et demain, rien n'exclut que l'entrée en ville, justement, sera réglementée et qu'avec un véhicule électrique, on n'aura pas ces contraintes. Donc je pense qu'il ne faut pas voir effectivement le côté urbain au côté rural. On fait partie d'un ensemble cohérent sur lequel on se déplace. Et la mobilité, eh ben, effectivement, la pollution, si on veut lutter contre la pollution, il faut effectivement que ce soit qu'on ne fasse pas de catégorie entre les urbains et les ruraux. Olivier Modric, est-ce que les constructeurs ont une réponse à cette critique ? Nous, les constructeurs, si vous voulez, les clients viennent vers nous et puis nous achètent des véhicules. Je dirais, c'est vrai qu'on a aussi notre responsabilité environnementale, mais après, nous, ce qui nous motive, c'est que le client soit satisfait. Après, transfert de CO2, etc., c'est vrai que moi, là-dessus, je n'ai pas vraiment d'avis. Y a-t-il une autre intervention dans la salle ? Demande de prise de parole, question ou un autre commentaire ? Il n'y en a pas. Bien, merci pour cette partie électrique. Merci Bernard Laurence et Olivier Modric. Je vous invite à rejoindre la salle. Antoine Correleur, vous restez avec nous. Et j'appelle les intervenants pour la deuxième partie de cette table ronde. Alain de Courchel, Bernard Fourdan, Jean-Baptiste Field, Franck Lamiré et Anthony Rouxel. Alain de Courchel est vice-président de Quimper Bretagne Occidentale. Bernard Fourdan est directeur régional de GRDF Bretagne. Jean-Baptiste Field est chargé du développement commercial de GN Drive. Franck Lamiré est conseiller innovation de Creative Bretagne Supply Chain. Et Anthony Rouxel est délégué régional de la FNTR. À ce titre, il représente donc les transporteurs routiers. Antoine Correleur, je commence à nouveau avec vous pour parler de cette mobilité au gaz. Les 4 syndicats d'énergie bretons ont répondu à un appel à projet de l'ADEME. Les auditions ont eu lieu d'ailleurs tout récemment. Que pouvez-vous nous en dire de cette volonté des syndicats d'y aller ? Alors, je crois qu'on se place dans une problématique qui n'est pas pour le véhicule léger, et on est dans une problématique liée aux véhicules poids lourds, au transport léger, entre guillemets, parce qu'après, il y aurait le GNL qui concerne une autre technologie et aussi un autre parc de véhicules poids lourds. Et en fait, on pense qu'à l'instar de ce qui a été fait au niveau d'un réseau de bornes de recharge de véhicules électriques, il faut qu'on ait aussi que la réponse publique qui peut être apportée pour cette demande émergente, parce qu'actuellement, c'est vrai que c'est un peu le même problème qu'au niveau du véhicule électrique. Il faut assurer aussi une continuité de service au niveau des transporteurs, de façon à ce qu'ils migrent petit à petit aussi d'une motorisation thermique et diesel essentiellement vers une motorisation GNV. Alors, GNV, gaz naturel véhicule, quels sont les avantages de cette énergie ? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste concernant les avantages. Ce que je sais, effectivement, c'est que déjà, c'est moins polluant, beaucoup moins polluant. C'est également plus silencieux, notamment pour quand on dessert les centres urbains. Quand on livre à 3 ou 4 heures du matin, s'il y a moins de bruit avec les véhicules, et notamment quand on ramasse les poubelles, vous savez, parfois vous êtes réveillé à 3 ou 4 heures du matin parce que le service de répurgation travaille la nuit.
Donc il y a ces avantages-là. Et puis après, en termes économiques et de coût du carburant, c'est également un avantage par rapport à la motorisation diesel. Les 4 syndicats d'énergie bretons ont donc répondu à un appel à projet de l'ADEME. En quelques mots, en quoi consiste votre réponse? Alors, notre réponse correspond en fait à un maillage breton pour 10 stations dans un premier temps, qui sont réparties donc sur les axes principaux, qui sont la RN12 et la RN12 et puis la 164. Donc, oui. Donc il y a 3 dans le Finistère, donc sur le secteur de Morlaix, sur le secteur de Brest et sur le secteur de Quimper. Et puis ensuite, il y en a donc 7 autres dans les autres départements. Si vous Donc êtes ça, c'est retenu, ça serait pour quelle période? Alors, ce serait, si possible, on voudrait que ça soit déjà, à condition que tout se passe bien, la procédure administrative, l'acquisition de terrain, etc. On peut espérer que pour fin 2018, courant 2019, ça soit en service. Alors, dans le deuxième volet aussi de l'appel à projet de l'ADEME, c'est aussi une aide aux transporteurs qui décident d'acquérir un véhicule en GNV parce qu'il y a un surcoût actuellement et donc l'incitation qui peut être apportée par l'aide permettrait aussi de déclencher l'acte d'achat, sachant que par ailleurs, ils retrouveront aussi un gain de compétitivité par ailleurs. Les collectivités peuvent être de véritables fers de lance pour le développement de cette énergie. Alors, dans l'appel à projet, on ne tenait pas compte des véhicules acquis par les collectivités, ce qui est un peu dommage. Par contre, si le service était affermé ou était en délégation de service public, les entreprises privées pouvaient effectivement prétendre à cette aide-là. Donc, c'est un petit peu paradoxal, mais bon, ça, c'est toujours l'administration française. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Effectivement, je pense que les collectivités territoriales peuvent être un facteur important, notamment pour assurer la rentabilité de ces stations, parce qu'ils ont un parc important et qui est en mobilité aussi assez restreinte et qui permet du coup d'avoir tous les avantages du GNV par rapport à leurs services qu'ils assurent, que ce soit au niveau de la collecte des ordures ménagères, mais demain le transport scolaire, enfin tout ce qui est les bus urbains. Donc il y a plein de services publics qui peuvent être effectivement substitués, enfin, en termes de motorisation, mais qui peuvent se substituer ou qui peuvent être assurés par des véhicules au GNV. Il y a le GNV et le bio-GNV qui intéressent aussi particulièrement les collectivités. Pourquoi? Alors le bio-GNV, alors ce qui est intéressant justement à partir du moment où vous avez un réseau de gaz qui est à proximité, vous pouvez donc du coup travailler sur une économie circulaire de façon à ce que les déchets des collectivités, entre autres, mais pas que des collectivités, ou ceux que collectent les collectivités, pas que, parce qu'il y a aussi les agriculteurs, les industries agroalimentaires, peuvent produire du méthane, et ce méthane peut être réinjecté sur le réseau de gaz, et donc du coup, on peut utiliser ce gaz aussi pour nos véhicules. Donc effectivement, on est sur une économie circulaire où nos déchets peuvent venir des matières premières et de revaloriser grâce aux services qu'on apporte à la population. Cela dit, c'est pas avec ça qu'on va gagner de l'argent. Ça va même être déficitaire. Alors, au débarrage. on sait très bien que, mais de toute façon, c'est comme aujourd'hui, les bornes de recharge de véhicules électriques ne sont pas rentables. On était l'autre jour en comité, on a bien vu que le modèle économique, pour le moment, si on s'en tenait à la rentabilité, n'est pas viable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que la puissance publique intervienne, parce que je ne vois pas ni Total, ni les autres fournisseurs d'énergie aujourd'hui investir là-dedans parce que ce n'est pas suffisamment rentable. Par contre, dans le secteur très dense, au niveau notamment du GNV, sur la région parisienne, rapidement, il y aura les opérateurs qui arriveront. Par contre, nous, en Bretagne, qui sommes loin, entre guillemets, des centres où il y a le plus de trafic et où il y a peut-être encore moins de pollution et donc moins de sensibilité pour passer à une motorisation moins polluante, il faudra peut-être un peu plus de temps. Et je pense que notre rôle, nous, en tant que syndicat d'énergie et en même temps en tant qu'acteur sur la transition énergétique, on soit un petit peu en avant-première pour pouvoir mettre en place ce réseau et favoriser justement le changement de véhicules pour nos entreprises qui auront besoin de ça demain. Si les entreprises ne peuvent pas aller livrer dans les centres urbains, il y a de plus en plus de donneurs d'ordre, que ce soit les grandes surfaces, tout ça, qui demandent effectivement que les chargeurs utilisent des véhicules qui soient le moins polluants possible. Donc ça fait partie des cahiers des charges. Et demain, s'ils veulent avoir des marchés, on sera bien obligés d'avoir des véhicules qui correspondent à cette demande de leur donneur d'ordre. Nous allons voir avec votre voisin Alain de Courchel l'exemple d'un territoire justement moteur sur le développement du bio-GNV, avec un événement d'ailleurs tout récent en ce qui concerne le bio-GNV sur le territoire de Quimper. Oui, en effet, puisque Quimper-Bretagne occidentale est devenu producteur de biogaz.
qu'on réinjecte dans le réseau gaz depuis 1 mois et demi. Et l'inauguration d'ailleurs officielle, c'est demain en fin de matinée. Voilà. Alors pourquoi ce choix? Alors ce choix, on parlait de rentabilité, je vais toucher 2 mots parce qu'il y a des cas où c'est rentable quand même. Mais ce choix, il vient du fait, tout d'abord, d'un décret qui est paru en 2014, autorisant le biogaz des stations d'épuration à être réinjecté dans les réseaux gaz. Ce n'était pas autorisé auparavant. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, nous, on fabrique ce biogaz depuis 2004. Puisqu'en fait, en 2004, on a reconstruit complètement la station d'épuration du Corniguel, donc qui est une grosse station d'épuration, puisque c'est une station d'épuration d'équivalent 250 000 habitants, pour une agglomération de 100 000, parce qu'en fait, on y recueille aussi tous les effluents des usines agroalimentaires. Donc on a une usine importante, et donc quand on traite les eaux usées, on récupère des boues. Et ces boues, il est bien évident que qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Donc le choix a été fait en 2004 de mettre en place ce qu'on appelle un digesteur, c'est une grosse cuve en béton, dans laquelle les boues sont digérées, et en se digérant, tout simplement, elle produit du biogaz. Donc comme on n'avait pas le droit à l'époque de le réinjecter dans le réseau de gaz, on réutilisait à peu près 40% de ce biogaz pour les besoins de chauffer la station d'épuration, et les 60 autres pourcents, on les brûlait tout simplement dans une torchère. Voilà. Donc le décret de 2014, donc à partir du moment où c'était autorisé, on a lancé les études, puisqu'en fait on ne peut pas réinjecter directement le biogaz qu'on fabrique dans le réseau gaz, puisqu'il ne correspond pas aux normes de GRDF, puisque pour pouvoir le réinjecter dans le réseau gaz, il faut qu'on ait quasiment du méthane pur, ce qui n'est pas le cas du biogaz, puisque dans le biogaz, on a à peu près 60 ou 65% seulement de méthane pur. Donc ça nécessite une installation de traitement de ce biogaz et un système de réinjection dans le réseau gaz. Donc ça a été pour Quimper, Bretagne occidentale, un investissement d'environ 2 millions d'euros pour réinjecter ce biogaz. Et on va produire donc à partir de cette station l'équivalent, puisqu'on parlait des transports bus au gaz, de 32 bus, sachant que sur l'agglomération, on doit avoir un peu plus de 40 bus qui roulent au gaz, sur un parc d'un peu plus de 50 bus. Et ça aussi, c'était une originalité quimpéroise, c'est d'avoir des bus roulant au gaz. Alors ça, en effet, ça tombe bien, on parlait des économies circulaires, on est en plein dedans, puisque ça fait, je ne sais pas, plus d'une dizaine d'années, largement, que la collectivité, justement, pour des problèmes environnementaux et de réduction du bruit, des particules, avait fait le choix de mettre un réseau de bus qui roule au gaz. Donc aujourd'hui, à la fois on consomme du gaz, avant on était des simples consommateurs de gaz, aujourd'hui on produit notre gaz. Et ce qui est aussi remarquable au niveau de l'agglomération quimpéroise, mais là c'est plus nous, collectivité, c'est qu'il y a une deuxième installation de biométhane qui est installée depuis 1 an à peu près maintenant, et qui produit aussi du biogaz qui est réinjecté dans le réseau gaz. Et elle en produit encore beaucoup plus que nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit produire quasiment la production de 3 fois notre consommation de bus qui roulent au gaz. Voilà. Donc c'est très vertueux, on produit localement et ça va servir d'une certaine manière au bus. C'est d'autant plus vertueux qu'on utilise des déchets. C'est-à-dire qu'en fait on tire de l'énergie de nos propres déchets. Et quand on parlait de rentabilité, il faut savoir qu'on va vendre, nous, c'est Engie qui rachète notre biogaz, on va vendre pour environ 800 000 euros par an de biogaz, pour un investissement de 2 millions d'euros. Donc vous voyez, alors bien sûr il y a des coûts de fonctionnement derrière, bon voilà, mais cette énergie qu'on va fabriquer, en tout cas, est rentable pour la collectivité. Je ne sais pas si elle est rentable pour tout le monde, mais en tout cas, elle est rentable pour la collectivité. Ce que je voulais dire en termes de rentabilité, c'est que globalement, une station va coûter 1 million d'euros. Et en fait, le seuil de rentabilité, il faut qu'on ait entre 20 camions par jour pour pouvoir commencer à avoir une rentabilité. Et avant d'avoir les 20 camions, ce n'est pas rentable, loin s'en faut. Donc il se passera un certain temps avant que la rentabilité soit au rendez-vous. Alors qu'un industriel, il a un taux de rentabilité, un temps de rentabilité qui se calcule sur 2-3 ans. Alors que nous, la collectivité, du fait qu'on ait un service public, on peut amortir ce manque de rentabilité sur une plus longue période. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai qu'à terme, ça sera rentable. Bernard Fourdan, directeur régional de GRDF Bretagne. On revient sur le thème de la mobilité. Donc, il faut des stations pour pouvoir alimenter ces véhicules, ces poids lourds qui vont rouler au gaz. Il faut que ce soit installé, implanté de manière intelligente. Alors oui, la réponse est oui. Et c'est justement pour ça qu'on a travaillé un peu. Alors je ne sais pas si les solutions seront complètement optimales, mais en tout cas elles ont été réfléchies à plusieurs. On est en général plus intelligent à plusieurs que tout seul.
On travaille depuis 2015 avec justement la région Bretagne, avec notamment Bretagne Supply Chain et puis aussi avec Créative. Hein. Donc je tiens à souligner ce travail un peu de fond. Et avec, bien entendu, les syndicats d'énergie. On vient d'entendre Antoine Kroller en particulier pour le Finistère, mais les 4 syndicats d'énergie bretons sont impliqués là-dedans. Et les transporteurs, bien entendu, parce que c'est eux qui vont structurer aussi la réflexion en fonction des besoins, parce qu'on ne va pas faire une infrastructure complètement déconnectée des vrais besoins, et on compte sur eux pour nous ramener de temps en temps un peu, si on part un peu hors sol, à la réalité. Je remercie Monsieur Rouxel d'être présent à cette table ronde. Donc oui, on essaye, donc Antoine Corollan l'a dit, une dizaine de stations dans un premier temps au niveau des principaux axes de la région Bretagne, donc à partir de Nantes, en faisant le tour donc vers Brest et Saint-Brieuc. Sachant que donc le gaz naturel véhicule sous forme compressée, donc en gros ça correspond à une autonomie pour des gros poids lourds de 400 km, hein, donc ça correspond aux besoins régionaux, ça cible bien les transports régionaux. Ça cible bien aussi, j'avais une discussion tout à l'heure sur un des stands avec un des représentants de Guyot Environnement, donc une entreprise qui est particulièrement soucieuse de l'environnement aussi par rapport aux avantages. Donc des avantages économiques pour les transporteurs, je laisserai les transporteurs s'exprimer eux-mêmes là-dessus, et des avantages environnementaux. Et toujours pareil, quand on met en place une infrastructure, comme le disait Antoine Coroller tout à l'heure, il faut un coup de pouce au départ pour investir. Au lieu de parler à toutes les tables rondes de la poule et l'œuf et de la poule et l'œuf, là je crois qu'en région Bretagne, notamment à travers l'appel à projet qui est en cours, puis la vraie dynamique au niveau des syndicats, j'ai envie de dire d'électrification, mais d'énergie, avec un S, c'est en place. Et j'espère qu'on arrivera justement, pour répondre à votre question, mais j'étais un peu long, de façon cohérente avec toutes les parties prenantes, hein, et au premier rang desquelles, bien sûr, les transporteurs, quoi. Voilà. Et le bio-GNV est pour vous aussi quelque chose d'intéressant ? Oui, donc nous on s'efforcera, hein, pour GRDF, bien sûr, que les infrastructures gazières, hein, suivent, bien entendu, pour faciliter tous ces raccordements-là, parce que c'est quand même des débits assez importants, mais on se fera un devoir de le faire. Alors, effectivement, rouler au GNV aujourd'hui, c'est rouler au bio-GNV demain. Hein, Monsieur de Courchel l'a évoqué, mais c'est vraiment ça qu'on vise, c'est le décarboner. Alors quand je dis rouler au bio-GNV demain, justement ça tombe bien, c'est demain. Demain, à Locminé est inaugurée la première station ouverte au public bio-GNV de Bretagne. Alors je pense que le centre de gravité sera plutôt sur Brest, d'après ce que j'ai compris demain, mais il y aura quand même quelques personnes qui iront, et dont je ferai partie, à Locminé, pour souligner le côté aussi avant-gardiste, hein, des gens de Locminé, là, qui non seulement ont un centre de production multi-énergie, hein, c'est aussi bien de la chaleur, du bois que de la cogénération, que du biogaz, bien entendu, enfin du biométhane. Ce biométhane est injecté dans le réseau, un peu à l'écart de Locminé, près de la salle de la Mayette. Il est injecté dans le réseau exploité par GRDF et il arrive au centre de Locminé, dans une vieille station fossile. Et là, les gens pourront se servir à partir de demain en énergie complètement décarbonée, parce que c'est ça qu'on vise quand même, hein. Donc on va passer par plusieurs étapes, mais c'est vraiment ça qu'on vise. Et pour mesurer tout ça, vous pourrez voir, si vous passez au centre de Locminé, il y a une pancarte avec justement un compteur de tonnes de carbone économisé. C'était non pas un caprice, mais un souhait que j'avais pour que pédagogiquement on puisse voir le carbone économisé. Donc je remercie déjà tous ceux qui sont présents autour de la table ronde, parce qu'il y a une vraie dynamique en Bretagne. Il faut toujours du temps, mais je pense que l'action collective est en marche. Et vous l'avez dit, cette station sera ouverte au grand public, ce ne sera pas uniquement pour les entreprises de transport. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative, je dirais, un peu, comment dirais-je, un peu dans la filiation de la démarche de la communauté de communes de Locminé en particulier, mais oui, ce sera ouvert au grand public. Et vous souhaitez que le gaz local renouvelable donc prenne une part de plus en plus importante ? Oui, alors ça c'est donc la loi de transition énergétique, hein, qui est sortie, donc fixe un objectif national, hein, de 7%, donc à l'horizon de 7% de gaz renouvelable produit localement. Comme disait Antoine Coroller, on est bien dans de l'économie circulaire, hein, dans de la boucle courte. Donc 10% du gaz consommé au niveau national.
tout compris, hein, aussi bien d'ailleurs pour le réseau de transport, hein, dont je salue la présence de Maury Mazon, là, ici dans cette salle. Donc 10% de la consommation doit être du gaz vert renouvelable. Alors, en Bretagne, je dirais qu'on va avoir certainement des objectifs plus ambitieux localement, parce que on a plus de gisements possibles. C'est quand même une terre agricole et agroalimentaire. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, donc, une ville comme Quimper, on le disait, donnait l'exemple. Hein, je trouvais leur petit magazine, la plein gaz, effectivement. Mais donc, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Alain de Courchel, la ville de Quimper, en année pleine, à partir de 2018, va fournir 7% déjà de sa consommation de gaz naturel. Donc, il leur reste plus que 3%, et ça y est, ils décrochent la timbale 2030. Je le dis en plaisantant, mais je suis quand même très admiratif de cette démarche. Donc, nous, en tout cas pour la Bretagne, on va certainement avoir des objectifs plus ambitieux. Et donc, ça va amener bien sûr à des réflexions aussi, hein, en tant que gestionnaire de réseau sur les infrastructures de réseau, parce que c'est pas le tout de dire, on imagine de l'ordre de 30% en fait, hein, à l'horizon 2030. Donc, on imagine de multiplier par 3 les objectifs de la loi de transition. Ça veut dire qu'il va falloir travailler avec des parties prenantes, certainement impliquer plus le milieu agricole. Je pense aux chambres d'agriculture aussi, bien entendu, avec les syndicats d'énergie, mais il y a vraiment des projets à faire émerger. Je rappelle que le premier projet d'injection, c'était à Liffré-Stingaec. Hein, c'est quatre agriculteurs donc, qui sont à la fois surtout éleveurs et puis un peu cultivateurs. Donc c'est à l'échelle modeste, mais il en faut plus. Donc nous, on va y travailler parce que c'est un vrai défi pour nous et puis c'est un vrai challenge d'avenir pour la transition énergétique. Voilà. Nous allons donc vers un développement des stations de méthanisation en Bretagne. Oui, actuellement, pour situer un ordre d'idée, on a une quarantaine de projets en études sérieuses. Hein, et donc là, c'est un développement très fort, hein, qui est attendu donc, alors sur le réseau de distribution et aussi sur le réseau de transport aussi. Hein. Pour les gros projets, ils sont sur les autoroutes et les projets moyens ou plus modestes sont comme déjà sur Quimper. Hein. Un projet comme Volvé, on a vu l'ordre de grandeur. Hein. Pour un projet modeste, ça fait quand même tourner 100 bus ou 2 années de bus sur la totalité de la flotte de Quimper. C'est au-delà du gadget. On est vraiment dans une dimension industrielle. Voilà. Et ça va progresser rapidement donc ? On va progresser vraisemblablement sur cette tendance-là, donc pour viser les 30% en 2030. Ouais. C'est l'objectif interne qu'on s'est donné, en tout cas pour la Bretagne. Ouais. Jean-Baptiste Field, pour GenDrive, je vous invite à prendre le micro. D'abord, quelques mots pour nous expliquer ce qu'est GenDrive. Donc GenDrive, c'est une toute petite filiale du groupe Martena qui est le principal concessionnaire en France des véhicules Fiat Professional et Iveco. Et on a créé GenDrive, dont je m'occupe, qui est une structure qui vend, qui loue et qui installe des stations de ravitaillement chez les transporteurs. Et on a créé également une deuxième société l'année dernière, dont je m'occupe aussi, qui elle s'appelle Evogaz, et qui développe notre réseau de stations publiques. On a 28 concessions en France. Sur chaque concession, c'est des hectares de terrain. Et à Rennes, par exemple, les travaux ont commencé cette semaine. En janvier, on aura la première, a priori, les autres projets sont un petit peu en retard. Et on devrait avoir la première station rennaise qui distribuera du GNV pour les véhicules. Voilà. Donc ça se déploie progressivement. Cela dit, il y a encore une certaine méconnaissance sur le sujet. Alors ça se développe progressivement comme ça autour d'une table. Par contre, nous, on voit qu'aujourd'hui, ça se développe très rapidement. On n'a plus le temps de répondre à toutes les demandes. Il y a encore 1 an ou 2, allez 2 ans, on allait vers les transporteurs en leur disant « Tiens, vous savez, on a plein de véhicules au gaz, vous devriez vous intéresser, c'est pas mal. » Et aujourd'hui, ils viennent parce qu'ils ont des contraintes grâce, entre autres, à la grande distribution, qui demandent, dans le bilan carbone global, veulent transporter propre. Et aujourd'hui, s'ils veulent continuer à travailler pour leur donneur d'ordre, ils ont pour eux, la plupart du temps, la contrainte de rouler avec des véhicules au GNV. Et après, ça commence objectivement d'abord par une contrainte. S'ils pouvaient se passer d'acheter un véhicule 35 000 € plus cher, avec moins d'autonomie qu'un véhicule diesel, ils le feraient. Par contre, une fois qu'ils ont mis le pied dedans, effectivement, plus il y a de véhicules et plus on roule, plus on y trouve une rentabilité, plus on va avoir une crédibilité auprès des clients qu'on démarche pour répondre avec des matériels
moins polluant que le diesel pour décrocher certains marchés. Donc aujourd'hui, c'est plus en développement, enfin c'est vraiment une réalité. C'est énormément de demandes des transporteurs, mais des transporteurs principalement. Principalement. Mais je reviens à ma question, il y a encore une méconnaissance. Oui, une méconnaissance, ça, il y en a une certaine. Je disais que ça se développe parce que c'est des gens qui sont contraints de venir chez nous. Aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui n'a pas la contrainte va avoir un petit peu plus de temps, va demander un peu plus de temps pour être convaincu. Et effectivement, il y a cette méconnaissance. Aujourd'hui, quand on parle de gaz, ça nous est encore arrivé sur le stand tout à l'heure, plein de gens disent oui, j'ai eu un véhicule GPL, donc il faut qu'on insiste sur ce qu'on appelait avant le gaz de ville, le gaz naturel, etc. Il y a une méconnaissance, mais enfin, il faut aussi être un petit peu réaliste. On est dans un pays qui fonctionne avec le nucléaire et l'énergie mise en avant, on l'a vu tout à l'heure, pour les particuliers, c'est l'électrique. Et vous avez entendu que chez Peugeot, ils ont 3 modèles. Le problème, c'est qu'en France, le groupe Volkswagen, qui a une énorme gamme, toutes les marques Volkswagen, il y a du gaz. On est le seul pays européen où ils ne le vendent pas. Sur toutes nos frontières, ils vendent et quand un jour ils se mettront à vendre leur véhicule, à les proposer, et bien les gens qui veulent rouler avec autre chose qu'une Fiat Panda ou qu'une Peugeot Ion vont peut-être s'intéresser aux véhicules plus haut de gamme qui peuvent rouler. Et donc là, le particulier sera confronté à un choix réel. Aujourd'hui, c'est que le transporteur. On ne va pas mettre ceux qui roulent au gaz dans le particulier, c'est des particuliers qui ont une vraie motivation environnementale. Mais pourquoi est-ce que la France résiste-t-elle encore ? Alors, paradoxalement, on va dire qu'elle a résisté. Ça ne s'est pas fait. On a tout misé ou beaucoup sur l'électricité. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on regarde, on nous dit toujours, effectivement, en Allemagne, en Italie, en Suisse, alors en Suisse moins, mais proportionnellement, il y a beaucoup plus de stations. Il y a grosso modo 900 stations en Allemagne, 900 en Italie. Mais c'est quasi exclusivement des stations pour des véhicules légers. Aujourd'hui, on a rattrapé notre retard. On est autour de 70 points d'avitaillement. Et on a déjà le plus gros réseau de distribution poids lourd en Europe. Et aujourd'hui, tous les projets qui sortent, ce sont des projets stations poids lourds, qui peut le plus, peut le moins. Et c'est ça qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, un transporteur qui va aller en Allemagne ou en Italie, il va être bien malin. Dans beaucoup de cas, il ne pourra pas remplir son véhicule. Donc, faut pas qu'on... Ok, on a eu un retard. Aujourd'hui, ça prend une ampleur incroyable. Et ce retard, non seulement on va vite le combler, on l'a déjà comblé par rapport au poids lourd, mais on va vite être en tête parce que tout le monde en veut, les politiques, les collectivités, les transporteurs, enfin les donneurs d'ordre. Et je pense qu'on est qu'aux prémices et au démarrage. Peut-on accéder à toutes les gammes de véhicules au gaz ? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Entre véhicules utilitaires, véhicules légers Alors, pour les professionnels, nous, par exemple, dans nos concessions, on a 185 variantes de véhicules différentes. On fait des Iveco, les plus petits, des Piaggio porteurs, qu'on voit dans les petites rues piétonnes des collectivités, des véhicules très étroits. Dans la gamme Fiat, on a une vingtaine de véhicules. Quand on passe sur l'Iveco Daily, qui est très utilisé par les messagers, qui va de 12 mètres cubes à 20 mètres cubes, on a 54 variantes différentes en fonction des volumes, des châssis, etc. Et pour faire simple, donc il y a Piaggio, Fiat, après Iveco 3 tonnes 5, 7 tonnes, 12 tonnes, 14 tonnes, 16 tonnes, 19, 26, 44. Et donc il y a tout. Donc il y a tout. Il y a des véhicules qui proposent des réservoirs GNC, des réservoirs GNL, des réservoirs GNLC. Donc GNC pour comprimer, le C, le L pour liquéfier, c'est le même gaz mais qui est stocké à l'état liquide pour avoir plus d'autonomie. Et des véhicules GNC qui ont un réservoir cryogénique et un réservoir comprimé. Mais ce sont des véhicules qui restent d'un coût plus élevé que celui des véhicules diesel. Alors, complètement. Et si on avait la chance d'avoir les mêmes volontés politiques et d'aides fiscales que l'on attribue aux véhicules électriques, qu'il y a eu pour les véhicules gaz qui ont été supprimés pour augmenter les aides pour les véhicules électriques il y a quelques années, peut-être aurions-nous développé plus rapidement. Mais tout arrive. Aujourd'hui, il y a le suramortissement Macron qui est censé être prolongé, qui permet à un transporteur de suramortir de 140%. Pour faire simple, il récupère, s'il paye des impôts, sur 4 ans, il récupère 13 000 euros pour un camion qui vaut 110 000 euros. Et certaines régions, par exemple, là, on sort également une station en Auvergne et GRDF Auvergne. Alors là, c'est des volontés de GRDF par région, propose une aide où il va y avoir pour les 10 premiers camions qui vont signer un contrat de ravitaillement sur la station,
une aide de 15 000 euros. 15 000 euros plus 13 000 euros de suramortissement. En arrondissant, évidemment, on est grosso modo à une aide de 30 000 euros. Et ça tombe bien, le camion vaut 30 000 euros de plus que le diesel. Du côté des stations, il faut aussi qu'elles soient rentables. Donc il faut un certain nombre de passages. Aujourd'hui, pour rentabiliser une station, mais les collectivités et leurs véhicules ne peuvent pas le permettre. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut, pour atteindre le point zéro d'une station, la moyenne de la profession considère qu'il faut 20 camions qui parcourent grosso modo 100-120 000 km par an et qui consomment entre 30 et 35 kg pour 100 km, l'équivalent de 30 litres pour 100 km. Ça fait énormément de... Il faut des gros rouleurs. Mais ce qui est important, c'est que, je disais, les collectivités ne peuvent pas à elles seules permettre la rentabilité. Mais par contre, dès qu'on a des poids lourds, effectivement, après, les véhicules des collectivités qui roulent beaucoup moins seront forcément les bienvenus, puisque c'est les premiers qui auront permis d'atteindre ou de se rapprocher de la rentabilité. Et après, les véhicules légers des collectivités n'apporteront pas grand-chose, mais par contre, plus ils en mettront et plus ils passeront également leur benne à ordures, ça c'est des choses qui peuvent faciliter la rentabilité. Il n'y a qu'avec ça, c'est que objectivement, considérons qu'il n'y a que les véhicules lourds qui roulent beaucoup qui peuvent rentabiliser une station. Les autres, ça apportera que du plus, mais ce n'est pas sur cela qu'il faut compter pour démarrer une station. Et les collectivités peuvent aider aussi dans la mise à disposition de terrain, par exemple. Alors ça, oui, certainement. Nous, on n'a pas cette politique-là, puisque du foncier, on a 10 concessions en Bretagne, par exemple. Alors je disais tout à l'heure, le hasard fait qu'à chaque endroit où il y a un projet dans le plan de déploiement, on a une concession. On avait discuté pour mettre une concession à Vannes. Bon, bref, ça s'est pas fait. Donc là, on la met à l'entrée de la Bretagne ou à la sortie. Ça dépend de quel point de vue on se place. Ici, c'est plutôt la sortie d'ailleurs. On met une station à Rennes. Demain, on a du foncier à Lorient, à Vannes, à Quimper, à Brest, à Morlaix, à Saint-Brieuc et juste à côté de Dinan. Donc, on peut être ouvert à mettre plutôt que... Nous, on ne veut pas attendre que les collectivités nous aident, et nous aident d'ailleurs, doivent aider la profession. Nous, on fait notre petit bonhomme de chemin de notre côté, on a du foncier, on met à nos frais des stations, et on pense qu'en mettant des stations, on va vendre des camions. Si le schéma se produit comme cela, on gagne sur les deux tableaux. Vente de carburant, vente de véhicules, entretien de véhicules, la boucle est bouclée. Anthony Rouxel pour la FNTR, est-ce que les transporteurs sont intéressés par le GNV ? Alors oui, bonjour à tous. Oui, les transporteurs sont intéressés. Ce qu'il faut voir, c'est que le transport en Bretagne, c'est un peu plus de 2000 entreprises de transport public de marchandises, 40 000 salariés et globalement 90 000 dans la supply chain, si on prend l'ensemble des camions et des métiers logistiques en Bretagne. Donc il y a un vrai potentiel. Alors, les transporteurs aujourd'hui sont déjà vertueux. Avec les normes euro des véhicules, on est rendu à la norme euro 6, on n'ira pas au-delà, je ne dis pas de bêtises. Et on a des émissions qui finalement sont importantes mais faibles. À l'échelle de l'ensemble des émissions, c'est 6,7% des émissions de CO2 sur la partie poids lourd. Et les entreprises se sont déjà engagées sur la baisse des émissions de CO2 dans un partenariat avec l'ADEME. Et c'est globalement 64 000 tonnes de CO2 qui ont été rejetées grâce aux actions mises en place dans les entreprises. Aujourd'hui, elles vont plus loin. Elles ont le label. Et les années à venir pour les transporteurs, ça va être vraiment celle du mix énergétique. C'est là où elles vont devoir se positionner et elles auront la meilleure énergie pour le meilleur usage. Donc le carburant qui restera encore prédominant, je pense, pendant de nombreuses années, c'est le gasoil. L'électrique, ça va être une solution. L'hybride aussi. Alors on parlait plutôt du dernier kilomètre. Alors après, c'est toute une question de distance, mais ça reste encore sur des marchés un peu particuliers. Et puis il y a le GNV qui est le mode énergétique le plus prometteur pour les entreprises et pour leurs activités. Donc le transport routier, ça fait déjà pas mal d'années que les entreprises réfléchissent au bilan environnemental de l'entreprise. Pour vous, il ne faut pas opposer les modes énergétiques. Surtout pas. Surtout pas. Alors, bon, les entreprises vont pas... Il y a des entreprises qui sont plus en avance que d'autres.
elles ont déjà investi dans des véhicules au gaz. Elles le font par conviction personnelle d'abord. Elles le font aussi par l'exigence de leurs clients de voir verdir les appels d'offres et le bilan des chargeurs et des grands distributeurs, effectivement, notamment. Aussi pour améliorer l'image de marque, l'image générale du transport. Vous avez dû voir, puisqu'on est dans le Finistère, il manque à peu près 400 conducteurs et conductrices aujourd'hui sur le département. Donc c'est aussi un moyen, on pense que c'est aussi un moyen d'attirer des nouveaux profils dans notre secteur. Et puis il y a aussi une politique anti-camion avec les plans de protection de l'atmosphère. Je ne remets pas en cause l'intérêt de ces plans, mais on voit bien l'interdiction de circuler des poids lourds avec les vignettes critères, avec tout un tas de dispositifs politiques qui sont quand même plutôt anti-camion. Politique anti-camion ou anti-diesel? Les deux. Les deux en général. Les deux, anti-camion et anti-diesel, ou on peut dire anti-diesel et donc de fait anti-camion, puisque aujourd'hui c'est quand même le moyen le plus important. Donc c'est pour ça que les entreprises ont besoin d'un accompagnement des pouvoirs publics sur leurs projets et leurs investissements. Ça paraît très important, puisque le coût a été rappelé, globalement, le coût d'un poids lourd au gaz est beaucoup plus élevé qu'un au gasoil. C'est globalement entre 30 et 40 000 euros sur un poids lourd. Les entreprises ont besoin d'une visibilité fiscale aussi, puisque le taux d'assises sur le GNV est moins important que sur le diesel. Mais il ne faudrait pas un inversement aussi de cette fiscalité, qui est un élément déterminant, et il faut une visibilité à long terme. Malheureusement, on ne l'a pas forcément. Et les clients des transporteurs doivent comprendre aussi nos enjeux, alors c'est un peu le message subliminal, mais et les partager. Donc ça, c'est un point important. Et puis l'appel à projet de l'ADEME aura été intéressant aussi, je pense, parce qu'il faut un maillage territorial intelligent qui soit réfléchi avec les utilisateurs que sont les transporteurs, et ça aura permis de mettre tout le monde autour de la table, de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de comprendre l'interaction des enjeux des uns, des enjeux des autres. Et ça, pour moi, c'est aussi une réussite, parce que ça permet vraiment d'aller plus loin dans les projets et de les réfléchir, vraiment de bien les construire dès le départ. Et puis, vous l'avez rappelé, je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les modes, que ce soit les modes de transport ou les modes énergétiques des transports. Il ne faut pas opposer le rail et le route, ils sont complémentaires. Il ne faut pas opposer le maritime au monde routier, ils sont complémentaires. Il ne faut pas non plus donc opposer le gaz au diesel. Les premiers utilisateurs sont les transporteurs de ces modes. Donc il faut avancer sans opposer. Et je pense qu'on pourra parler de performance durable plutôt que de performance. C'est allier la performance économique et la performance environnementale, et c'est ça qui est important pour les entreprises de transport, mais aussi pour le monde économique en général. Vous l'avez dit, les différents acteurs se parlent beaucoup plus qu'auparavant, notamment avec ce projet. Et quelle est la part de la région Bretagne? Est-ce qu'il y a un véritable soutien? Oui. Je veux dire, l'ensemble des acteurs ont contribué à apporter une réponse qui soit la plus pertinente possible. C'est compliqué, c'est un dossier compliqué, parce qu'on a tous des enjeux différents, mais avec un objectif commun. On a tous des enjeux différents. Il faut graduer le propos, mais donc on veut tous aller vers la même finalité, avec des contraintes, qui là pour le coup appartiennent à chaque structure. C'est pour ça que c'est cette meilleure connaissance aussi qui nous permet d'avancer, je pense, et d'être plus performants sur un dossier qui est complexe, parce qu'il y a plusieurs intervenants. Il y a des intervenants départementaux, régionaux, nationaux, des structures chez nous qui sont nationales, régionales, départementales. Enfin, voilà, donc c'est aussi ça qui rend le dossier complexe. Mais je crois que chacun à son niveau a réussi à dépasser un petit peu tout ça. Franck Lamiré, vous êtes conseiller innovation créative, vous êtes à Bretagne Supply Chain. D'abord, peut-être un mot sur ces structures? Oui, alors moi je suis conseiller innovation créative. Bretagne Supply Chain est un partenaire, c'est un cluster de transporteurs et de chargeurs.
Et nous, en fait, on est un centre européen d'entreprise et d'innovation. C'est un label européen attribué à des structures associatives qui travaillent sur des sujets de développement économique et d'accompagnement des PME dans leur dynamique d'innovation. Il se trouve qu'on travaille notamment sur les entreprises industrielles, on travaille sur des sujets de mobilité et on travaille sur les enjeux de transition écologique de l'économie. Quand on regarde un petit peu, le GNV se trouvait à la croisée de ces trois activités-là. On parle de mobilité, on parle d'industrie parce qu'il n'y a pas d'industrie s'il n'y a pas de transport de marchandises. Et on parle de transition écologique parce que ce sujet du GNV, c'est la question de la transition écologique du transport. Alors vous dites que vous travaillez concrètement, que faites-vous ? En fait, notre manière d'accompagner les entreprises, et notamment les PME, c'est la question de l'anticipation de ce qui est en train d'arriver sur leur marché. On a vite repéré que le GNV était un vrai sujet pour demain de prospective. Il est évident que demain, on roulera au GNV, que le carburant gaz est un carburant du futur. Ce n'était pas une question pour nous. La question, c'est comment on fait pour passer de zéro à quelque chose. Quand les seules stations qu'il y avait en Bretagne, il y a de ça 2 ans, en fait, elles étaient à Nantes. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un programme. Et donc on a, je pense, mais avec d'autres, contribué à ce que disait Anthony, à mettre en relation les acteurs d'une nouvelle filière qui est en train de se monter. Et cette nouvelle filière, elle inclut effectivement les transporteurs de marchandises, mais aussi les transporteurs de personnes. La FNTV, qui n'est pas là aujourd'hui, fait partie du projet. Les acteurs autour du gaz, les transporteurs et leurs concessions, parce qu'il y a aussi un enjeu de SAV des véhicules. Et puis demain, on a aussi la question des territoires et des acteurs qui potentiellement peuvent produire du biogaz. Parce que la promesse qu'il y a derrière le GNV, c'est celui de la transition énergétique, c'est celui de migrer vers un carburant renouvelable. C'est compliqué de mettre tous ces acteurs en mouvement dans le même sens ? Bah regardez, on est tous autour de la table, donc ça doit c'est pas pour ça que c'est simple. Hein. Ça doit pas être si compliqué que ça. J'ai l'impression qu'on a une bonne dynamique en Bretagne autour de ces sujets-là. Après, ce qui est compliqué, c'est de transformer. Il faut passer de l'intention à l'action. Les transporteurs sont des acteurs qui vont regarder la rentabilité économique de leurs actions. Donc même si c'est un sujet de transition énergétique et d'anticipation de ce qui est en train de venir, il faut trouver la transition écologique sera une transition économique. On ne fera pas d'écologie s'il n'y a pas d'économie. Il se trouve que le transport gaz, potentiellement, est déjà un sujet économique. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure. On a déjà une équation économique possible, si tant est qu'on utilise ces véhicules pour des usages minimum intensifs. Un véhicule au gaz, c'est un peu comme une voiture électrique. C'est un véhicule qui est cher à l'achat, qui est moins cher à l'usage. Donc plus on va l'utiliser de manière intense, et plus on a une chance de trouver un modèle économique à court terme. Et puis c'est une filière qui va trouver des effets d'échelle, il y aura des effets d'apprentissage. Il faut qu'on passe de 0 à 10, 20, 30, 40. Le GNV est une filière neuve, même s'il est sur le plan technologique mature. Mais il faut rattraper les effets d'échelle que le diesel a. Et ça vaut aussi pour les stations qui poussent pour les premières. Et donc on aura des effets volume à venir qui rattraperont les écarts économiques entre le diesel et puis le gaz carburant. Et les collectivités ont un rôle à jouer, notamment par le biais de leurs appels d'offres. Oui, alors le premier rôle des collectivités, c'est de rendre crédible en Bretagne et d'ores et déjà une circulation en gaz demain, puisqu'on voit qu'il y a une dizaine de stations portées par les syndicats d'énergie qui représentent les collectivités qui sont programmées en Bretagne. Et on avait besoin de ça pour aller voir les transporteurs. Il y a 2 ans, quand on allait voir les transporteurs, on pouvait parler du GNV, mais il n'y avait pas de station en Bretagne, donc on n'avait aucune crédibilité. Et pour la petite histoire, il y a 2 ans, on a rendu visite à Jackie Perreno, qui était à l'époque un des précurseurs sur la question du GNV. Ils avaient déjà depuis 5-6 ans investi des camions. Ils en avaient à l'époque à peu près 25. On était ensemble, Anthony. Et j'ai eu l'occasion de visiter la station Air Liquide de Gaël, qui est située en Ille-et-Vilaine il y a de ça 2 semaines, qui est la station principale de Jackie Perreno, qui alimente une zone de stockage de casinos. Et rien que sur ces stations, ils ont déjà 25 camions tous les jours qui s'approvisionnent. Ils ont vraisemblablement commandé 250 camions pour leur livraison avec la GMS, avec la grande distribution.
Donc on voit l'effet d'accélération qu'il y a eu en 2 ans sur ces sujets-là. Puis il y a un intérêt aussi, et Anthony Roxel l'a évoqué, en termes d'image, notamment en Bretagne, où le transport routier est essentiel pour l'économie. Alors pas qu'en Bretagne, mais le constat qu'on a fait nous aussi, c'est que la Bretagne, c'est une péninsule. Donc à l'ensemble de ces trajets qui sont des trajets intra-régionaux qui sont assez compatibles avec l'autonomie des camions gaz, un GNC qui aujourd'hui est moindre qu'un véhicule diesel, mais c'est aussi quand même une terre de la biomasse. Donc si on réfléchit bio-GNV, il y a quand même une opportunité ici pour la Bretagne à viser peut-être un jour la production de son propre carburant. On peut penser que peut-être Eligère le promouvoit, il y a une marque de carburant bretonne qui serait un carburant produit localement. Vous voyez bien qu'en termes d'image, on change un petit peu le rapport des transporteurs pollueurs tels qu'ils sont vus aujourd'hui comme des acteurs économiques qui utilisent un gaz renouvelable produit, un carburant gaz renouvelable produit localement. Nous arrivons au temps d'échange avec vous. Vous avez des questions, des commentaires, des demandes de précision. Un micro est à votre disposition. Oui, alors, c'est à vous. Merci de vous présenter. Daniel Bigot, Quimper. Je suis désolé, donc je serai intervenu sur les trois Ne tables rondes. soyez pas désolé, c'est le principe, vous êtes là pour intervenir. Alors, sur 2-3 points. Je ne suis pas tellement d'accord à ce que vous venez de dire à la fin, à savoir que la transition écologique sera une transition économique. Je pense que elle ne sera pas économique au sens système économique, elle sera financière bien évidemment, mais elle ne sera pas économique au sens système économique. Je pense que la transition énergétique, elle sera voulue politiquement. Et si elle est voulue politiquement, elle se fera. Mais si elle n'est pas voulue politiquement, elle ne se fera pas. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, moi j'ai toujours été partisan de la taxe carbone. Donc je pense que c'était une énorme erreur qu'a fait la France en supprimant donc la taxe qui était prévue. Je pense que la taxe carbone permettait effectivement d'avoir des investissements sur la transition énergétique. Mais je pense qu'il faut revenir à quelque chose. Rien n'empêche par contre, dans cette taxe carbone ou dans une manière ou d'une autre, de compenser au niveau des transporteurs de manière à ce qu'ils utilisent, les transporteurs qui utilisent du carburant propre comme le GNV, qu'ils aient effectivement une compensation fiscale. Aujourd'hui, le prix du carburant, le prix que l'on paye à la pompe, ce n'est pas le prix de revient, c'est essentiellement la taxe. Il n'y a aucun problème pour qu'un gouvernement décide de détaxer de 50%, de 80%, c'est son choix, tel ou tel type de carburant. Donc on voit bien que c'est le politique aujourd'hui qui a la capacité à introduire tel ou tel carburant. Si aujourd'hui on décide, parce que c'est quand même ça qui apparaît dans la population, que le diesel est un gaz dangereux et qui fait tant de milliers de morts liés aux émissions de particules, ça devient un problème national, d'hygiène nationale. Et je pense que le passage au GNV à ce moment-là pour les camions, peut-être que demain il y aura autre chose, mais aujourd'hui pour le GNV, pour les camions, c'est une question de salubrité publique. Et donc il appartient au gouvernement, par les impôts, de faire en sorte que le GNV se développe et permette donc de réduire les émissions des particules. Juste un autre point, excusez-moi encore. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué donc Volvé, donc l'usine de Quimper, qui fabrique à partir des déchets d'abattoirs et une partie des déchets agricoles, qui fabrique du GNV, c'est très bien. Je pense qu'il y a aussi une fausse idée quand même qu'il ne faudrait surtout pas développer. Les stations de méthanisation agricoles ou autres n'ont pas pour vocation à descendre le niveau de nitrate. Le niveau d'azote ne bouge pas. On récupère le carbone, et c'est bien, mais le niveau d'azote, on le retrouve dans le substrat qui sort de l'usine. Donc, ce serait une erreur de dire que les problèmes de pollution en Bretagne liés au nitrate, on va les résoudre avec les stations de méthanisation. C'est faux. Antoine Coroller, sur Oui. ce deuxième point. Oui, je crois que d'ailleurs, au niveau de la table ronde, personne n'a parlé que c'était un moyen de dépollution au niveau des nitrates. Anthony Roxel, détaxer le carburant, je pense que vous êtes tout à fait pour. Hein. Oui, je partage en partie ce qui a été dit. 98% des besoins quotidiens sont acheminés par camion, donc je pense que le transport, c'est pas le problème, c'est surtout la solution. Après, de détaxer le carburant et le gaz, moi ça me va bien, je signe tout de suite, et je suis prêt à engager la Fédé à Quimper aujourd'hui pour ça. Maintenant, c'est pas... Malheureusement, c'est pas la tendance. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de visibilité fiscale. Je ne vais pas dire qu'il faut une fiscalité compétitive parce que ça pourrait être mal perçu, mais ça veut dire que on voit bien déjà ce qui a été fait sur la TICPE.
On a pris quand même 4 centimes et demi l'année dernière, en solde de tout compte de l'écotaxe, mais on a quand même pris 4 centimes et demi. Donc oui, à une fiscalité faible, maîtrisée et surtout durable. D'autres interventions dans la salle? Vous avez des questions, des demandes de précision? Oui, le micro va vous être apporté dans quelques instants et nous vous écoutons. Oui, Florent Parisot de la région Bretagne. Je m'occupe du transport interurbain et du transport scolaire. C'est pas pour ça que j'interviens. Mon voisin transport voyageur, je crois, a discuté déjà de ces questions avec les participants. Je m'occupe aussi de la desserte maritime des îles. Et du coup, je voulais savoir par rapport à l'enjeu maritime, la desserte des îles dans le Finistère, c'est plus d'1 million de litres de carburant par an. Et donc, on a aussi des questions sur nos navires qui, chaque jour, vont sur les îles, sur cette question de GNV. Voilà. Je voulais savoir si c'est des questions qui commençaient aussi à arriver auprès de vous. Alors, je vais répondre peut-être que partiellement, mais je vais me permettre de vous citer le cas de la ville de Boulogne-sur-Mer, qui avait développé, qui avait installé une station de compression sur le port et équipé un bateau de réservoir, type réservoir de véhicules, de camions, dans ses soutes. Tout le proto a été validé, ils ont été jusqu'à faire le bateau, mettre les réservoirs, acheter la station de compression. Ils n'ont jamais obtenu l'autorisation de naviguer avec. Alors, j'ai les coordonnées, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre en relation avec eux pour voir ce qui avait bloqué et comment vous pourriez peut-être retenter l'expérience et lever le problème. Je crois que la Britannie, son prochain bateau sera au GNV. GNL. C'est autre chose, d'accord. Enfin, c'est autre chose, c'est le même carburant qui est stocké à l'état liquide. Hein, donc si pour le GNL c'est bon, pour mettre du comprimé, il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence. C'est même d'ailleurs plus compliqué de rouler même avec un camion en GNL par rapport à l'échauffement, par rapport à la non-utilisation et l'évacuation du ciel gazeux. Ça devrait être plus simple en comprimé. Hein. Merci. Oui. Bernard Fourdan. Oui, juste pour donner un petit complément, c'est une vraie question forcément un peu spécifique hein, pour la Bretagne, cette question de desserte des îles, dont certaines sont assez proches hein, du continent par rapport justement à distance à la consommation. Donc moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'en gaz et en gaz naturel, il ne faut jamais dire jamais. Hein, donc, mais c'est vrai que la France, là encore, n'est pas très en avance. Hein, c'est un euphémisme. Mais on a vu tout à l'heure que pour l'injection de méthane aussi, il a fallu un peu de temps. Donc je pense que cette question-là, c'est sûrement une question qui sera intégrée dans les réflexions, notamment sur les scénarisations énergétiques hein, que la région Bretagne, je pense, ne manquera pas de faire avec les différents opérateurs à un horizon peut-être 2050. Hein. Donc je pense que c'est une spécificité qui mérite d'être regardée de près, avec les contraintes qu'on sait sur les émissions de soufre notamment. Et qu'au niveau des solutions techniques, il y a d'autres pays, hein, je vous rassure, il y a d'autres pays qui utilisent ça déjà. C'est déjà largement au point, que ce soit en Norvège ou ailleurs. Donc nous, évidemment, comme d'habitude, il y a toujours des gens, comme tout à l'heure, l'injection de biométhane issue de STEP, il y a toujours des gens qui se mettent en travers, hein, et vous avez raison de le souligner, mais qui au dernier moment ne donnent pas le dernier tampon parce que c'est un peu leur pouvoir, mais non, quoi. Le combat continue, quoi. Oui. Pour citer justement ce décret de 2014, en fait, l'origine, ce n'est pas le gouvernement, hein, pour être clair. C'est la ville de Strasbourg qui, avec une entreprise, a travaillé pour voir comment on pouvait réinjecter le biogaz. Et quand ils étaient prêts, ils sont allés voir le gouvernement en disant on est prêt, il faut nous mettre cet arrêté. Et je pense qu'en effet, les collectivités doivent être moteurs pour y arriver. Et là, ce qui a débloqué la situation, c'est vraiment une collectivité avec une entreprise qui a monté le projet. Et donc Strasbourg était la première collectivité en France à réinjecter du biogaz venant des stations d'épuration. Pour la petite histoire, Quimper, on est quand même les premiers en Bretagne et les 6e en France. Voilà. Bernard Fourdan. Ouais, juste un dernier petit point, parce que ça me rappelle quelque chose. Alors, Dominique Ramard, qui était conseiller régional en charge de l'énergie, en particulier de la transition énergétique, m'avait, pour être franc avec vous, explicitement posé la question et demandé d'y réfléchir. Hein. Donc vous me rappelez un peu, et je pense que, encore une fois, les réflexions dans le cadre du Stradet et autres seront l'occasion d'actualiser un peu nos connaissances et nos scénarios avec la région et les autres parties prenantes là-dessus.
Vous avez bien fait de venir. D'autres questions, d'autres commentaires, demandes de précision? On voit bien qu'il y a une ambiance très constructive et consensuelle sur cette table ronde. Bernard Fourdan, tout à l'heure, quand je disais qu'il pouvait y avoir des choses un peu compliquées, vous disiez non, ça se passe très très bien entre les différents acteurs. Non, il y a des difficultés qu'on a évoquées, hein, et puis des difficultés pour faire converger en fait les différents acteurs vers quelque chose qui soit le plus cohérent possible, hein, parce que les uns et les autres ont leur champ de contraintes. Donc je pense quand même que en Bretagne, il y a quand même cette approche-là constructive et convergente, encore une fois, avec la région, avec les acteurs liés à la région, avec les syndicats d'énergie qui se sont vraiment mobilisés. Et nous, là-dedans, on est entre guillemets qu'un opérateur, hein, mais on a le souhait, de développer ça avec une certaine cohérence, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, même si, comme Antoine Corleur le signalait, ce sont des fonds publics qui vont sans doute donner un peu le coup de pouce, et donc avec peut-être des exigences de rentabilité un peu moins fortes. On s'en voudrait de mettre des fonds publics un peu de façon qui ne soit pas optimisée. Pour l'intérêt des transporteurs, c'est pareil, hein, ils ont leurs contraintes et ce serait complètement idiot d'avoir des stations, par exemple, toutes proches et puis des déserts ailleurs. Donc il faut vraiment qu'on soit très très vigilant à ça. Et moi, je tiens à saluer vraiment le travail collectif là-dessus, y compris de la région Bretagne, là, qui est vraiment tête de file énergie aussi. Et voilà, moi je suis confiant là-dessus. J'espère aussi que la région Bretagne va être lauréate de l'appel à projet ADEME, mais ça, on aura le résultat au pied du sapin de Noël, je pense, enfin j'espère. Eh bien, vivement Noël. Merci à vous aussi pour votre implication dans cette table ronde. Merci de votre participation. Demain, 3 tables rondes. À 10h, comment inverser la courbe des consommations, efficacité énergétique, approche plurielle. À 11h45, la présentation de la COP Bretagne, qui suit la COP 21, 22, 23. Et à 14h, vers un mix électrique 100% renouvelable à 2050. Table ronde qui sera conclue d'ailleurs par Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Le salon professionnel Braise Transition continue avec demain 17 ateliers et 2 visites de site, en plus des 3 tables rondes que je viens de citer. Merci à toutes et à tous et à demain.